Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, car la vérité n'est pas conceptuelle, comme je le dis souvent, tout le temps maintenant. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, avec comme sujet aujourd'hui un appui, comment je peux dire, je vais me poser à côté du discours de François Bégodeau. J'ai déjà fait une vidéo où c'est rare les vidéos où je parle des personnes, où j'adresse, etc. Je l'ai fait avec Aurélien Barraud. Je vais le faire là aujourd'hui avec François Bégodeau, avec la même vanité assumée, enfantine, que peut-être il s'intéresse à ce que je raconte là, et que peut-être ça participe à enrichir quelque chose pour l'humanité. C'est pas très important si ça se passe, si ça se passe pas. Je cherche comment je vais dire, comme d'habitude, hein, j'ai pas préparé la vidéo. Oui aussi, je vais pas m'excuser, mais voilà, ne vous inquiétez pas pour ma santé. J'ai le visage boursouflé du matin, je n'ai pas trouvé important d'attendre une forme spéciale. Je le dis parce que dans certaines vidéos, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, tu es fatigué », tout ça. Non, non, quand j'ai une tête comme ça, c'est pas que je suis fatigué, c'est que je viens de me réveiller, c'est tout. J'avais des choses que je trouve importantes à dire. Donc voilà. Donc que personne ne s'inquiète pour mon visage, c'est comme ça tous les matins simplement. Après, donc François Bégodeau, je pense que la vidéo, je vais l'intituler Occidental, l'histoire de Tabiti. Je vais pomper sur son idée que je trouve très rigolote. Je vais situer un petit peu le contexte avant de pouvoir dire ce que j'ai à dire, parce que c'est tout un cheminement et c'est ça que j'aime. Donc c'est quelqu'un que j'ai découvert très récemment, François Bégodeau. Je pense que c'est avec les Gilets jaunes, il s'est exprimé, je pense que c'est comme ça moi que je l'ai rencontré. Et je suis en phase avec l'intégralité des phrases que j'ai entendues de lui. Alors j'ai pas lu ses bouquins, moi je lis très peu, j'ai lu très peu de choses dans ma vie. Donc j'ai pas mal écouté par contre ce qu'il pouvait raconter, du coup je me suis intéressé. Je pense que j'ai bien compris, j'ai une faculté d'aller comprendre les structures derrière certains mots, certaines postures, etc. qui est loin d'être parfaite, mais bon, elle est assez efficace. Donc tout ça juste pour dire que c'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie énormément le discours, que je perçois, à tort ou à raison, comme vraiment très rigoureux. J'apprécie que c'est quelqu'un qui se regarde dans son discours, on voit qu'il se regarde. Alors je sais pas, il y a peut-être des petites dimensions narcissiques, ça j'en sais rien, mais ce qui est flagrant pour moi, c'est qu'il y a de la conscience. C'est quelqu'un qui parle depuis sa conscience et pas depuis son mental. Évidemment qu'il y a du mental, et puis il est très riche et très présent dans son cas, mais il y a une présence à ce qu'il dit. Il regarde ses idées pendant qu'elles se construisent. Ça c'est très manifeste, et ça pour moi c'est très important, parce qu'un penseur qui n'a pas du recul sur l'outil qu'il utilise, qui est le mental, moi j'appelle ça les gens qui vivent dans leur boîte crânienne. Donc il me semble que lui fait ça m'intéresse beaucoup, le contenu m'intéresse beaucoup. En même temps je me suis dit, donc François Bégodeau, on pourrait dire, je sais pas lui s'il se dit anarchiste, marxiste, je pense pas, j'en sais rien, bref, j'ai pas regardé les détails, c'est pas très important pour moi les étiquettes, mais voilà, il est dans il s'assume de gauche comme ça. Moi les idéologies ça m'intéresse vraiment pas des masses, donc je me suis dit mais tiens, bon, après il y a cette présence et cette rigueur dans le discours qui moi m'intéresse beaucoup. Donc du coup je me suis beaucoup intéressé, c'est pas fréquent là dernièrement que je m'intéresse à des gens que je pourrais, si j'étais pas ouvert d'esprit, classer immédiatement comme idéologue de gauche, dans la sempiternelle guéguerre droite-gauche, mais qui est fondée sur une des classes, comme il le dit, qui est bien existante, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, pourquoi je m'intéresse à ça? Alors souvent je me pose pas trop de questions en même temps, la question était un petit peu là sans que je l'investisse. Et puis comme d'habitude, j'ai bien fait de pas trop réfléchir à la question, parce que la réponse est devenue évidente ce matin. D'un coup j'ai compris
en quoi Bégodeau m'a aidé à structurer quelque chose dans ma pensée, et en quoi il a été très aidant avec ça, et c'est ça que je vais formuler là. Je m'excuse hein, du cadre, peut-être c'est pas très intéressant pour tout le monde, je sais pas, bref, c'est comme ça. Je voulais parler de ce qui m'a conduit à tout ce que je vais dire après, et donc je pouvais pas parler de ça sans lui, parce que ce serait pas honnête. C'est simplement clairement sa pensée et son expression qui ont été un support fort de ce que j'ai construit là maintenant et que je vais exprimer. Donc François Bégodeau, donc il a écrit un livre qui s'appelle l'histoire de ta bêtise, où il s'adresse apparemment, donc j'ai pas lu le livre, hein, mais de ce que j'en ai compris, il va s'adresser aux bourgeois, on va dire, plutôt de gauche dans le bouquin, mais non, il s'adresse aux bourgeois, et en gros il dit, donc ce que lui appelle les bourgeois, je ne voudrais pas rentrer dans les détails sémantiques, vous pourrez très facilement vous intéresser ou même lire son bouquin à tout ça. Ce qui est très intéressant, pour moi il fait une démonstration parfaite de l'angle mort de toute cette bourgeoisie qui aujourd'hui prédomine au sens de la gouvernance. C'est cette classe qui gouverne, c'est cette classe qui pilote la vie de tout le monde, quoi, un peu de la planète. Enfin, ça c'est mon point de vue, je ne sais pas si c'est le sien, mais en tout cas, il démontre l'angle mort. C'est-à-dire, il dit en gros, c'est des gens qui s'intéressent qu'à justifier leur situation, parce que, et la situation de la planète aujourd'hui, parce que bah, leur situation à eux là-dedans, elle est confortable. Et donc ils s'intéressent qu'à justifier ça. Donc en fait ils pensent à l'envers, parce que ils partent d'une situation et ils la justifient. C'est-à-dire qu'ils produisent des pensées pour justifier ça. Moi je dis à l'inverse, après tout c'est un parti pris, mais j'assume mon parti pris. Je trouve que ce qui est plus intéressant avec la pensée, c'est d'abord d'observer le réel, de recevoir le réel, de construire avec nos valeurs quelque chose, et d'en voir les conséquences. Et même si les conséquences doivent radicalement changer ma vie, ben, ça doit le faire. Moi, en tout cas, j'ai toujours procédé comme ça. Alors, puisque j'ai un peu parlé de Bégodeau, je vais juste dire 2 mots sur comment je me relie à ça. Puisque donc, lui, il parle des bourgeois, il parle de leur angle mort, c'est-à-dire le fait que leur paradigme contient tout un pan de la pensée occidentale, je vais revenir à ça, pourquoi moi je parle d'occidental, qui les intéresse pas, du coup qui nourrit pas, et qui font qu'ils ont une pensée bête. Ils ne sont pas forcément bêtes en soi, mais ils ont une pensée bête et ils s'abêtisent comme il dit. Donc moi là-dedans, comment je me situe très rapidement, attendez, je suis en train de... Là-dedans, donc moi je suis issu d'une famille, on va dire, vraiment d'ouvriers. Mon père il travaillait jour et nuit, donc j'ai pas bénéficié de quoi que ce soit de bourgeois, mais alors il parle d'héritage, je fais souvent référence à lui, mais ça risque de trop éparpiller mon discours. Il parle d'héritage, de ce que le bourgeois hérite, même s'il est dans le déni de ça éventuellement. Moi, mon héritage, il est vraiment psychologique. J'ai surtout eu la chance d'avoir des parents aimants et présents et respectueux. Et donc, ça m'a permis, moi, d'être construit. Mais sinon, voilà, ma mère était à la maison, par exemple, donc j'ai reçu une présence d'une mère tout le temps. Mon père, il a beaucoup travaillé pour nous, pour la famille. Et donc voilà, j'ai pu devenir ingénieur en informatique grâce à ça. Ma particularité, c'est que bon, ok, j'ai fait ça à 10 ans, mais après j'ai laissé tomber. J'ai réussi l'ascension sociale dont tout le monde parle, et je me suis rendu compte que c'est totalement inintéressant, et j'ai totalement laissé tomber pour faire ce que je fais maintenant depuis presque 20 ans. Donc aider les humains, parce que je vois que c'est mon truc. Les humains qui me demandent. Donc voilà mon background à moi, voilà mon arrière-plan à moi. Ce qui m'intéresse comme parallèle
par rapport à François Bégaudeau, c'est donc voilà, il fait une démonstration parfaite de l'angle mort de la bourgeoisie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne regarde pas dans le réel, dans la pensée entre autres, qui fait qu'ils sont un peu complètement abrutis, ils ont des œillères et ils s'auto-valident et du coup ils créent un monde qui est terrible, quoi, qui au niveau des valeurs qui est catastrophique et qui est terrible. Et là où j'ai pu faire un parallèle qui est fabuleux pour moi, je vais élargir le plan. Les bourgeois, on va s'en foutre un peu. On va regarder ce que moi j'appelle l'occidentalité, c'est-à-dire tout le mode de vie occidental qui inclut cette guéguerre, cette lutte de classe droite-gauche. J'ai vu Bégaudeau décrire que c'est presque irrémédiable. Qui s'intéresse aux Abychinabés, qui s'intéresse aux Algonquins, qui s'intéresse aux Kogi, qui s'intéresse aux centaines de cultures, si ce n'est des milliers, que l'occidentalité a génocidées. Parce qu'elle n'existait pas, cette guerre des classes. Elle n'existait pas. Donc, non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est la production du paradigme occidental qui est fondé sur la propriété et la monnaie. Rousseau l'a dit très clairement, à partir du moment où il y a la propriété, tout bascule. Et il y a des tas de cultures qui n'ont pas créé la propriété. Et pour qui les choses n'ont pas basculé. S'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de bourgeoisie, il n'y a pas de classe. Bégaudeau le définit lui-même. Le bourgeois, c'est à la fois une condition de pensée, une condition matérielle. Le bourgeois, c'est avant tout celui qui a une condition matérielle. Ouais, mais si la propriété n'existe pas, le bourgeois n'existe pas. La lutte des classes n'existe pas. Donc, ce n'est pas du tout un irrémédiable humain. C'est l'irrémédiable qui procède de la propriété, de l'idée folle de la propriété qui fait comme si l'humain était propriétaire de la terre, alors que pour moi, il appartient à la terre. Donc, c'est un renversement conceptuel. Et l'angle mort de l'occidentalité, de la même manière que les bourgeois ont un angle mort vis-à-vis de certaines pensées, je ne vais pas les décrire, Bégaudeau le défait très bien, puis il les connaît mieux que moi, l'angle mort de l'occidentalité, c'est toutes ces cultures qui ont existé des dizaines de milliers d'années, de manière harmonieuse, de manière écologique, de manière démocratique, et la plupart des penseurs, Bégaudeau inclus, et c'est pas une critique dans mon truc, parce que j'insiste, j'ai pas de critique à lui donner, c'est pas mon but là. Vraiment, grâce à lui, j'honore sa pensée qui m'aide à avancer la mienne. C'est vraiment que ça que je fais, parce qu'il pense ce qu'il veut et j'ai pas à lui dire comment il doit penser, il le fait mieux que moi. Donc, mais bon, après, si ça l'intéresse, c'est cool, mais bon, si ça l'intéresse pas, c'est cool. L'idée, c'est Bégaudeau inclus, résonne comme si c'est la majorité des cultures sur la planète, parce que c'est la majorité, peut-être pas maintenant, puisqu'on les a tous génocidés, mais au sens des cultures, si on met toutes les cultures sur un pied d'égalité, la majorité était démocratique, était non monétaire, était sans propriété. Et ces cultures-là, alors après il ne faut pas les mettre sur un piédestal, hein, devaient bien avoir leur tard, etc. Mais le fait est qu'on ne les connaît pas. Le fait est que souvent, justement, elles n'avaient pas trop d'intérêt pour le concept, c'est l'idéologie. Et c'est là où moi je me retrouve, c'est pour ça que j'ai pas trop lu de bouquins, c'est pour ça que je préfère écouter les gens. Je crois que c'est un chomi, enfin un chomi, c'est un sioux. Alors j'aime pas quand on parle des chefs indiens, les chefs, parce qu'il n'y avait pas de chefs chez eux. C'était des. Moi j'ai parlé avec un Anishinaabe qui est un chomis. Chomis dans sa langue, ça veut dire grand-père. Il y a des grands-pères sociaux, ils ne dirigent pas, ils sont suivis parce qu'ils sont sages. On leur fait confiance, mais ils ne dirigent rien. Alors je ne peux pas généraliser à toutes les cultures amérindiennes, hein, je ne sais pas, j'ai pas étudié le sujet, mais je sais qu'il y en a comme ça. Et je pense que c'est un peu la même logique chez les Sioux. Je crois que c'est des Sioux qui disent « la parole des Blancs est inscrite sur l'eau ». Chez les Sioux, et c'est quasiment toutes les cultures amérindiennes, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de monnaie, pas de prison, pas de juge, pas de police, pas de loi. Il n'y a pas de texte. Alors c'est pour ça que même des gens aussi ouverts et aussi intéressés à toutes les pensées que Bégaudeau et qui voient ceux qui ne s'intéressent pas à certaines pensées, lui ne s'intéresse pas à certaines cultures, a priori, peut-être je me trompe, en tout cas il n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas les écrits, mais c'était fait exprès. C'était fait exprès parce que le concept n'est pas la vérité.
le concept, c'est un représentant infidèle de la vérité. J'ai fait une vidéo là-dessus où je parle de Macron, vous allez voir, Macron représente le peuple très mal, un concept représente le réel très mal. C'est pareil, tout mot est un Macron du réel. Donc, et ça, c'est le problème aussi de l'occidentalité. C'est d'investir les concepts comme s'ils étaient réels, en oubliant que tout univers conceptuel, aussi riche soit-il, sera toujours infiniment pauvre comparé au réel et comparé aux données sensorielles, comparé à tout le reste de l'expérience humaine, que l'expérience exclusivement mentale. Donc, c'est vaste évidemment les différences qu'il y a entre ces cultures et la nôtre, mais ce qui m'intéresse, c'est que, alors c'est aussi pourquoi je pourrais dire, mais quelque part ça serait un peu en phase avec moi, tout le mouvement anarchiste, etc. Et je me suis rendu compte que, grâce à Bégodeau là maintenant, pourquoi je m'y suis jamais vraiment intéressé? Parce que c'est théorique. Marx, c'est de la théorie de A à Z, ça n'a jamais été vécu, ça n'a jamais été appliqué, on en dit ce qu'on en veut, ça n'a jamais été appliqué. L'anarchie, alors peut-être qu'il y a des mouvements, il y a des tentatives, des petites applications, etc. Mais c'est rigoureusement pas comparable avec des dizaines de milliers d'années de vie des aborigènes, des Amérindiens, des Amazoniens, de tous ces peuples qui, pendant des dizaines de milliers d'années, ont créé des sociétés qu'on a décidées comme sauvages, alors qu'elles contiennent toutes les solutions à nos problèmes d'occidentaux. Ils ont toutes les solutions, et ce n'est pas théorique, c'est pratique. Ils l'ont vécu, eux ils ont réussi des sociétés. Je vais donner quelques exemples. C'est très difficile de tenir ce discours parce qu'en général, on a des idées ridicules, et d'ailleurs on n'a que des idées par rapport à tous ces peuples. Et j'ai quelques expériences indirectes, mais j'ai pu parler avec des personnes. Notamment, j'ai parlé avec un Chomis, donc un grand-père social, algonquin, qui fait partie du peuple Anishinaabe. Et notamment, il m'a expliqué que donc, lui, à 7 ans, il a été pris par la gendarmerie canadienne, qui l'a mis dans des pensionnats catholiques, je crois, ou je ne sais plus si c'était protestant ou catholique, je crois que c'est catho là-bas. Bref, où il a été violé, violenté, etc. Et il explique que ce que l'occidentalité a fait à peu près partout. Hein. J'ai des témoignages aussi comme ça chez les Maasai, chez les aborigènes. Donc en général, on a pris les enfants des peuples qu'on a envahis, et puis on les a violés, violentés. L'industrialisation de la pédophilie est assez manifeste. C'est une technique de génocide. Et donc, c'est ce qui est arrivé notamment à ces personnes. Le Canada s'est officiellement excusé de ça. Il a demandé au pape de s'excuser aussi, ce que le pape a refusé. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir décrire ce témoignage où il me dit, mais chez nous, il n'y a pas le mot viol, par exemple, parce qu'il n'y a pas de viol. Donc j'arrivais même pas à expliquer à mes parents ce qu'on m'avait fait, parce que c'est pas concevable chez eux, la pratique n'existe pas. Il m'a dit, chez moi, quand j'étais petit, on m'a jamais forcé à rien, on m'a jamais crié dessus. J'étais juste libre, heureux, il n'y a que de l'amour et de la paix chez nous. C'est pas de la théorie chez eux, ça. C'est de la pratique, et pas que depuis quelques années. Donc ils ont réussi des choses. Quand on voit comment Christophe Colomb décrit les Arawaks, il les décrit comme des gens hyper gentils, hyper généreux, hyper doux, qui leur ont donné tout de suite des tas de choses, qui se sont coupés sur leurs lames parce qu'ils n'ont pas d'armes. Et Christophe Colomb résume ensuite la pensée occidentale en disant, avec 50 hommes, on pourra en faire des esclaves. Et puis il leur a coupé les mains, s'ils ne ramassaient pas assez d'or, il a éventré des femmes enceintes, il a jeté les chiens pour les manger. Voilà, donc c'est clairement un psychopathe, hein, notre héros qui aurait découvert un territoire où il y avait déjà des gens. C'est fou ça, de découvrir des endroits où il y a déjà des gens. Ça c'est des découvertes. Hein. Donc voilà la pensée occidentale, déjà complètement tarée, et là, l'angle mort, il est indescriptible de monstruosité. C'est-à-dire que, et dans notre comportement, où on a fait comme si ces gens n'existaient pas et on s'est approprié les terres sous prétexte qu'il y avait l'intelligence de ne pas avoir de propriété, et où dans notre pensée, on fait comme si ça ne fait pas partie de l'humanité. On fait comme si ces dizaines de milliers d'expériences culturelles, sociétales n'existent pas. L'immense majorité des gens font ça. J'avais vu un jour aussi à la télé Onfray avec des tas d'autres intellos là, qui racontaient que la démocratie n'a jamais été appliquée nulle part, etc., etc. Bref, ils parlent que des bouquins qu'ils ont lus.
il ne parle pas de la vie sur la planète, il ne parle pas des cultures réelles humaines, il parle uniquement des bouquins qu'ils ont lus. Ils ont un angle mort colossal, exactement comme les bourgeois ont un angle mort colossal, l'occidental a la plupart du temps un angle mort colossal sur tout ce qu'il a détruit, tout ce qu'il a génocidé. Or, tout ce que nous avons détruit comme culture, ce sont des cultures qu'on fait beaucoup mieux que nous, qui étaient écologiques, qui étaient démocratiques, qui étaient civilisées, au sens des valeurs relationnelles en tout cas. Au sens des valeurs relationnelles, c'était des gens civilisés. Pour moi, on n'est pas civilisé. Quand on fait, on fait signer des accords et on ne les respecte pas, c'est pas civilisé, ça c'est un comportement d'escroc de base. Donc, et c'est ce qui a été fait quasiment tout le temps, et ce qui continue d'être fait. Il y a encore pas longtemps, ils avaient décidé de mettre un pipeline sur les terres des Amérindiens là-bas. Je crois que ça a fini par être fait, hein, à mon avis. Hein. Bref, donc simplement c'est ça que je voulais exprimer là. Cette notion d'angle mort qui fait que on a une culture avec des œillères, qu'on a du coup un mode de pensée avec des œillères, qu'on a des mots de la sémantique avec des œillères, et que surtout, c'est d'une ironie cruelle, parce que j'insiste, nous avons détruit toutes ces cultures, et pourtant nous en avons maintenant besoin. Maintenant, pour moi, c'est clair que soit nous allons comprendre qu'il est temps pour nous de devenir les élèves de ces gens. Les Kogi nous appellent les petits frères. C'est très gentil, hein, vu qu'ils ont beaucoup de problèmes à cause de nous, et des problèmes très violents. Ils nous appellent les petits frères. Et nous avons beaucoup à apprendre de toutes ces cultures. Il y en a encore un peu de vivantes pour l'instant. Et on continue à se comporter comme des maîtres tyranniques, psychopathes. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la psychose dans notre incapacité à se relier et donc à concevoir un réel sous prétexte qu'il n'est pas dans notre paradigme de pensée, sous prétexte que finalement, hein, je pense que si on regarde bien le fond du fond, sous prétexte qu'il n'est pas appuyé sur la propriété. Pour nous, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point l'intégralité de notre système de pensée s'appuie sur la propriété. Et là, il y a un angle mort monstrueux. Alors, et puis l'outil de la propriété, c'est la monnaie, hein, parce que c'est avec la monnaie qu'on peut matérialiser la propriété. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point notre pensée, et d'autres notre conscience, et donc notre vie, est enfermée dans le préalable, le présupposé de la propriété. Et que tout ce qui est pourtant vaste, comme pensée, comme pratique, comme culture, comme société humaine, qui a fait autrement, eh ben, ça n'existe pas. Mais vraiment, ça n'existe pas. Sans rire, voilà, je revois j'ai l'image, hein, de Onfray machin qui rigole un peu là et qui explique qu'il faut être sérieux quand même. La démocratie, on n'a jamais réussi à la mettre en place. Un truc du genre, c'est pas comme ça que c'est dit, mais c'est hallucinant. C'est juste hallucinant qu'il aille voir les Kogi. Là maintenant. Et là maintenant qui vivent sans monnaie. On me dit souvent que je suis utopiste, que je suis idéaliste, etc. Quand j'envisage des sociétés non monétaires. Mais ça existe. Et ça a existé pendant des dizaines de milliers d'années. C'est pas de l'utopie. C'est juste ce que nous avons détruit et ce que nous ne voulons pas voir. Parce que regarder ça, c'est aussi regarder nos crimes. En tant que société, hein, pas en tant qu'individu. En tant que société, comme nous on a fait n'importe quoi avec nos ressources, abandonnées, mais on est allé les voler aux autres. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc on n'est pas foutu de gérer nos ressources, on n'est pas foutu de gérer notre consommation. Le mode de vie occidental, on n'est pas foutu de le gérer. Il est hyper débordant, hyper destructeur, on n'est pas foutu de le gérer. Leur mode de vie à eux, on peut le juger, mais il était viable. Le nôtre n'est pas viable. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je voulais juste exprimer déjà ceci. Et puis comme d'habitude, hein, j'espère que ça aidera, c'est le but. Ma pensée fourmille là un petit peu, justement il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Pour l'instant je vais me contenter de ça, je verrai, peut-être j'y reviendrai avec une autre vidéo, etc. C'est un sujet je trouve passionnant, c'est un sujet je pense vital pour nous. L'occidentalité contient dans son terme quelque chose de très morbide, hein, c'est oxyre, hein, ça vient de là, hein, c'est le couchant. Je crois que l'occidentalité à la base c'est fait pour se coucher, c'est fait pour mourir, c'est fait pour tuer, pour mourir clairement. Si on est honnête, c'est comme ça. Alors après oui, on peut utiliser des tas de rhétorique
pour éluder l'évidence de destruction de ce mode de vie occidental. Mais quand on est un tout petit peu honnête, je pense que c'est pas exagéré de formuler les choses de cette manière. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est pas comme si on devait réinventer des choses. Il y a des tas de choses qui existent. Je dis pas qu'il faut les réappliquer pareil. C'est même pas possible là pour l'instant. Il y a des quantités de population qui font que c'est pas applicable. C'est pas le but. Je dis pas d'appliquer bêtement ce qui a été fait avant. Je dis de recevoir des leçons. Je dis d'apprendre et de voir ce qu'on peut faire, quoi. Voir ce qu'on peut faire, mais sérieusement, radicalement, revenir à la racine. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça aidera, c'est le but. Et puis à bientôt.